Bonjour et bienvenue dans ce 21e numéro de Cloud Reviews. Les jours raccourcissent, le nombre de nouveautés diminue. Nous allons cependant revenir sur la dernière nouveauté du mois de novembre. Une voleuse qui va chuter de plus bas en plus bas dans Good Behavior sur TNT. Letty est une petite voleuse, relâchée il y a peu pour bonne conduite, qui continue à s'introduire dans les chambres d'hôtels de luxe afin de les cambrioler. Au cours de l'une de ses effractions, elle va manquer de se faire surprendre et, cachée dans le placard, elle va entendre deux hommes planifier un meurtre. La série est assez confuse, beaucoup d'éléments inutiles qui surchargent le scénario. Par exemple, au début, Letty est guidée dans ses cambriolages par un complice au téléphone dont on ignore l'identité et dont on ne fera plus jamais mention par la suite. Il faut beaucoup de temps pour que les éléments se mettent en place et que l'on commence à cerner les personnages. Le pire étant notre héroïne qui dévalise le minibar, puis fait un rejet de la bouteille pour finalement picoler afin de séduire le tueur et finit par prendre du crack. On veut nous montrer une femme désorientée, fragilisée par la prison et la perte de la garde de son fils, mais les passages d'un extrême à l'autre s'ajoutent à la confusion scénaristique qui nous empêche d'être empathique avec elle. Bref, on rentre avec énormément de difficultés dans l'histoire, l'action et les personnages. Si vous ne faites pas preuve d'une concentration extrême, vous serez largué tout au long de l'épisode. Thriller et fusil de sniper dans Shooter sur USA Network. Bob Lee Swagger est un ancien marine et sniper de génie qui vit reclus avec sa femme et sa fille. Tiré de sa retraite par les services secrets américains qui souhaitent utiliser son expertise pour déjouer une tentative d'assassinat du président des États-Unis par un sniper aussi doué que lui, les fantômes de son passé vont refaire surface. Shooter est l'adaptation du roman Point of Impact de Stephen Hunter et du film éponyme sorti en 2007. C'est joli, viralisé, mais on se perd assez vite dans une intrigue policière à tiroir avec des personnages un peu trop clichés et une histoire quelque peu trop classique. L'angle du sniper avec ses codes, ses règles et ses techniques est plutôt bien amené, mais ça ne suffit pas à rendre intéressant l'ensemble, qu'on a l'impression d'avoir vu plusieurs fois en mieux. Il faut combattre le mal par la violence dans Sweet Vicious sur MTV. Un mystérieux ninja sévit sur le campus et s'en prend à des hommes qui ont pour point commun d'être tous des violeurs. Olivia, une jeune dealeuse un peu paumée, va être témoin des agissements de ce vengeur masqué qui ne laissera derrière lui qu'un médaillon de fraternité. Elle se lancera donc sur sa piste afin de démasquer et porter main forte à ce nouveau héros du campus. Rares sont les séries qui vont aborder le viol. On peut penser à Veronica Mars ou Outlander, mais elles ne sont pas légion. Ici, le sujet est plutôt bien traité. Une fille, joyeuse, propre sur elle, bonne élève, bien entourée socialement, faisant partie d'une fraternité qui fait bonne façade, mais qui a des réflexes de défense suite à certains gestes, comme une main sur un genou. L'identité de notre ninja vengeur nous est très vite révélée, ce qui peut être une erreur, mais on s'attache vite à ce personnage qui va combattre son trauma post-viol en punissant les hommes qui commettent de tels actes. Le duo entre nos deux héroïnes fonctionne bien, l'humour est utilisé à bon escient et c'est s'effacer pour laisser des scènes un peu plus graves sur le ressenti et le traumatisme des victimes. MTV oblige, on a une bonne bande son. Si j'étais sceptique au début, je me suis laissé entraîner et enchaîner les 3 premiers épisodes d'affilée. À voir. Flingue, diamants et grosses voitures, c'est Ice sur Audience Network. Jack et Freddie Green sont demi-frères. Ils font partie de la firme diamantaire G&G Diamonds, fondée par leur père Isaac et leur oncle Cam. Lorsque Freddy tue un célèbre trafiquant de diamants, Jake doit le tirer d'affaire et sauver l'entreprise familiale en échappant aux tueurs qui sont assez trousses. Pas grand chose à dire, c'est long, c'est chiant, ça blablate pour ne rien dire sans faire avancer l'histoire, c'est confus et l'épisode de 1h15 aurait pu être réduit à son dernier quart d'heure. Sans parler des placements de produits, j'ai eu l'impression de regarder une pub de 1 heure pour Audi. Bref, circuler et rien à voir. Les dessous des émissions de talk-show américaines dans Nightcap sur Pop. Tracy est régisseuse, femme à tout faire dans le talk show à la Jimmy Fallon, et doit tant bien que mal gérer l'émission, les prestigieux invités et toute l'équipe qui gravite autour d'elle. C'est, comment dire, c'est le Muppet Show en live. On a une suite de sketchs centrés soit sur l'équipe, soit sur les guests, gravitant autour du régisseur Stacy, interprété par Alexandra Wentworth, à qui la chaîne Pop donne sa chance pour une première série maison. Le problème est que, même si certains gags sont drôles, on a l'impression de déjà vu et revu, et les Muppets ou autres ont bien mieux traité le sujet. Une avocate grande gueule sur TF1 avec Munch. Gabrielle Munchowski, dit Munch, est une avocate aux méthodes un peu particulières et au franc-parler quelque peu déroutant. Lorsqu'un jeune adolescent accusé de meurtre dont elle avait défendu le père vient se présenter à elle, elle va faire tout son possible pour l'innocenter. On veut nous offrir une espèce de house au féminin avocat, mais on est loin du résultat escompté. Isabelle Nanty nous a fait une performance quelque peu étrange, voire forcée, avec des envolées en mode « mais qu'est-ce que c'est les histoires ?» Au niveau des personnages qui gravitent autour de Munch, TF1 oblige, on est dans le cliché consensuel dans un pari de carte postale qui tient à montrer qu'on suit une évolution des mœurs. L'histoire n'est pas mauvaise en elle-même, mais ça se traîne un petit peu, on sent de bonnes intentions, une certaine volonté de renouvellement, mais au final on prend pas trop de risques car il faut plaire à la ménagère. Pour le moment, 2 épisodes pilotes ont été diffusés sur TF1, 4 autres sont en cours de tournage et seront diffusés courant 2017.
La bagarre sur France 4 avec Last Man. Richard Aldana est un boxeur amateur à la vie plutôt mouvementée. Son meilleur ami, gérant de la salle de boxe, est aux prises avec la mafia, et une étrange organisation en a après la fille de ce dernier. Il va devoir se battre dans Paxton afin de défendre Siri des menaces qui pèsent sur elle. Le dessin animé sert de préquel à la bande dessinée éponyme de Bastien Vives, Balak et Michael Sanlaville, et a pu voir le jour grâce à une campagne de crowdfunding. Entre baston et humour, l'esprit de la BD est bien respecté. On oublie assez vite l'animation saccadée pour se plonger dans l'action. La série rend un hommage discret par son ton et son ambiance au dessin animé phare des années 80, Akira en tête. La campagne de financement ayant été un succès, nous aurons droit à une saison complète de 26 épisodes. Chantal is Missing en search party sur TBS. Dory découvre via une affichette au coin d'une rue que Chantal, une de ses amies de fac, est portée disparue. Cette information la bouleverse alors que ses amis, qui la connaissent aussi, n'en ont absolument rien à foutre. Notre premier épisode se porte plus sur la présentation des personnages que sur la disparition de Chantal. On a plaisir à détester ce petit groupe de bobos hipsters dénués de tout sentiment qui n'agissent que pour le paraître ou pour intérêt, incapables de se débrouiller par eux-mêmes. Seule Dory, notre héroïne un petit peu paumée et mal dans sa peau, attire la sympathie. Le ton est plutôt hésitant, ça peut être drôle comme bizarre, intelligemment écrit mais malheureusement inégal. À voir. Passer les tests et faire partie des 3% sur Netflix. Le monde est divisé en deux, le monde des riches et celui des pauvres. Il est possible de passer d'un monde à l'autre en passant le processus. Seulement 3% des candidats arriveront à réussir les épreuves. Une très bonne surprise avec cette histoire tirée d'une web-série. Netflix donne sa chance au jeune réalisateur Pedro Aguilera et s'offre ainsi sa première série originale brésilienne. Pas belle d'idées neuves pour une thématique plutôt classique en SF et récemment traitée dans des séries comme Trépalium ou, comme nous allons le voir, Incorporated. On a bien sûr droit à une taupe qui agit de l'intérieur en passant les tests pour détruire ce système, mais on se concentre plus sur les 10 tests psychologiques qui donnent une unique chance à la population défavorisée d'accéder au bonheur. De très bons personnages, bien campés et interprétés, une intrigue simple mais captivante, une très bonne réalisation et surtout de l'originalité. À voir. Comme si ça ne s'était jamais arrêté. Le retour des Gilmore Girls sur Netflix. Rory est de retour pour une journée. Si elle épanouit professionnellement et vit entre Londres, Paris et les États-Unis, elle n'a pas encore trouvé le grand amour. Lorelai vit en concubinage avec Luke et commence à penser avoir un enfant avec lui. Toujours en conflit avec sa mère qui l'ignore depuis le décès de son père et continue à avancer à partager des moments de complicité avec sa fille. Ainsi passe l'hiver à Star Hollow. Après la fête à la maison ou les années collège, Netflix ressuscite une nouvelle série avec Gilmore Girls et offre à Amy Sherman Palladino, qui avait dû quitter la production avant la fin du show, l'occasion de lui donner une fin telle qu'elle entendait. Le retour se fait en douceur, pas comme dans Fuller House où le personnage arrivait en mode hey, t'as vu, je suis là aussi. Juste quelques petites phrases évoquent le temps passé depuis l'arrêt de la série. On replonge très rapidement dans les personnages et l'histoire, les lieux familiers, les litres de café. Vous pouvez regarder sans avoir vu la série originale, le tout étant présenté de manière à ne laisser personne sur la touche. Si vous suiviez à l'époque, laissez-vous porter par un peu de nostalgie. La pire brigade d'intervention avec Pacific Heat sur la chaîne australienne Comedy Channel. Gold Coast est un paradis ensoleillé avec ses plages de sable fin et ses surfeurs, mais cette dernière détient aussi le plus haut taux de criminalité du pays. L'unité spéciale d'infiltration, connue sous le nom de Pacific Heat, créée par les autorités de la police, lutte contre tous ces criminels, de petits escrocs aux cartels internationaux de la drogue. Peu conventionnels, sans compromis et avec un taux incomparable d'arrestation, ces policiers n'ont pas peur de contourner la loi. Quand c'est mauvais, c'est mauvais. Graphisme mauvais, animation à chier, humour daté, cliché voire raciste. On a l'impression de se retrouver face à un vieux dessin animé en flash. On tente de se placer dans la lignée de Archer ou Moonbeam City, mais c'est raté, poubelle. Un meurtre dans le pays où le soleil ne se couche jamais, c'est Jour polaire sur SVT et Canal+. Un ressortissant français retrouvé mort décapité par des pales d'hélicoptère. Une enquêtrice française est chargée d'assister le procureur suédois dans l'investigation. Pour une première collaboration franco-suédoise, la série arrive à accumuler tous les travers des séries françaises sans bénéficier des qualités des productions suédoises. C'est lent, joué sans conviction, avec des arcs narratifs, notamment tout le passage à Paris, qui ne servent absolument à rien. On tente de créer un background pour notre héroïne, avec un frère qui retrouve sa trace en début d'épisode, mais elle se barre en Suède et du coup on n'entend plus jamais parler de lui. Bref, rien de bien folichon ici, si ce n'est quelques superbes paysages suédois. Non, Jack l'Éventreur n'est pas le plus horrible serial killer qui est connu en Angleterre. La preuve avec Rillington Place sur BBC One. À la fin des années 40, après une longue absence de 9 ans, Ethel voit son mari, John Christie, revenir à la maison. Ils emménagent ensemble au 10 Rillington Place. Toutefois, il a des comportements étranges et semble mener une double vie. Je suis plutôt partagé par rapport à cette mini-série. D'un côté, la lenteur et le jeu, malgré un très bon Tim Roth, est tel qu'on décroche facilement. D'un autre côté, l'histoire est très intelligemment écrite.
John Christie est un serial killer qui a commis le meurtre de plusieurs prostituées et s'est donné à des actes tels que la nécrophilie. Mais rien de tout ça n'est montré. Tout passe par de petits indices qui font que nous, connaissant la nature de John Christie, ou qu'une simple recherche Wikipédia nous apprendra, arrivons à deviner les faits derrière les indices. Un pendentif offert, un trou creusé dans le jardin, une tache de sang. Les agissements de notre tueur nous seront certainement révélés dans le dernier épisode, mais pour l'instant, on mène l'enquête en faisant gaffe aux détails, tout en essayant de ne pas s'endormir de l'autre côté. Entre Zone Verte et Zone Rouge, Incorporated sur Sci-Fi. Nous sommes en 2077. Le monde est dirigé par les grandes corporations. Ben travaille dans les bureaux en Zone Verte. Il va tenter d'utiliser le système et gravir les échelons pour retrouver son ancien amour issu de la Zone Rouge. Beaucoup d'influence dans cette série. Brasil, Blade Runner, Minority Report et j'en passe. L'esthétisme est vraiment travaillé, mais reste très cliché. Dans la Zone Verte, on a des beaux costards et la technologie high-tech. Dans la Zone Rouge, ça respire le vice. Tout le monde est crado, tatoué, avec un look de métalleux. L'histoire est quelque peu confuse et assez classique pour un univers avec des zones bien définies séparant les riches et les pauvres. Aaron, un homme issu de la Zone Rouge qui s'infiltre en Zone Verte sous le nom de Ben pour retrouver la femme de sa vie. Après, tout n'est pas non plus mauvais. Une fois l'histoire mise en place, on a envie d'en savoir plus. Un pilote en demi-teinte, mais avec une histoire qui mérite peut-être qu'on lui laisse une chance. Prenez garde au brouillard dans Deadland sur France 4. C'est la fin des vacances dans le camping L'Escapade, non loin de Biscarrosse. Une équipe de télévision tourne un reportage sur la fin de la période estivale, quand un énorme morceau de métal tombe du ciel. Et là, c'est le drame. Plus d'électricité, plus d'internet et un étrange brouillard électrique cerne les environs. Nouvelle série pour pousser des cracks qui sort des internets pour nous livrer un monde post-apocalyptique et un mystère à la Lost. Plus on avance dans l'histoire, plus l'énigme s'épaissit avec des signes étranges, des disparitions, une secte et j'en passe. La réalisation est intéressante, multipliant les modes de réalisation, caméra de reporter, GoPro, téléphone portable, qui permet de donner un rythme original aux images, le tout à la première personne en found footage. La série est couplée avec une web-série, Dead Floor, qui était diffusée sur YouTube la semaine précédant le lancement de Deadlands. Les deux histoires se rejoignent en fin d'épisode 4. Bref, on a ici droit à du bon décrack, avec un bon casting, vous reconnaîtrez pas mal de monde si vous êtes un habitué de la fiction sur la toile, et une histoire qui peut inspirer un peu de méfiance vu comment le sujet a été traité auparavant, mais on y va en toute confiance. Cette émission étant terminée, je vous donne rendez-vous soit fin décembre, soit début janvier, l'actualité allant être pauvre à l'approche des fêtes de Noël. Sur ce, bon visionnage de série et bonjour chez vous.